こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Dans la nuit du 8 au 9 mars 2022, la police préfectorale de Shizuoka recevait l'appel de détresse de Monsieur Uruyama Takeshi, 79 ans, c'est 79 en français, leur demandant d'intervenir d'urgence à son domicile du quartier de Nakaku dans la ville de Hamamatsu. Arrivée sur place avec les secours d'urgence, la police n'y découvrit pas une simple querelle familiale, mais un véritable carnage. Les corps de l'auteur de l'appel, de sa femme de 76 ans et d'un homme d'une cinquantaine d'années, gisaient sur le sol de la salle à manger, le crâne défoncé et baignant dans une mare de sang. Enfermée dans une chambre au premier étage, la police découvrit le reste de la famille du couple assassiné, leur fille, son mari et leurs 3 enfants, terrifiés. Tous indiquèrent le coupable qui, lui, était prostré dans sa chambre, face à son bureau, les mains pleines de sang. Yamada Yutaro, 22 ans, fut alors immédiatement arrêté par ceux qui, quelques semaines auparavant, étaient encore ses collègues. En effet, le jeune suspect était un ancien policier de la brigade préfectorale de Shizuoka, diplômé de l'académie de police avec de plutôt bonnes notes, mais qui avait démissionné à la fin de l'année 2021 pour des problèmes d'addiction. Placé en garde à vue, il avouera sans aucune peine ni réticence la longue descente aux enfers qui l'aura conduit à commettre l'irréparable. Rentré vivre chez ses parents et ses grands-parents qui partageaient tous la même maison suite à sa démission, il plongea complètement dans son addiction au jeu et à l'alcool et supportait de moins en moins les réflexions de son grand-père qui le poussait à aller trouver un nouveau travail pour ne plus vivre à leur crochet. Son grand frère, Yamada Kento, 26 ans, lui avait même décroché quelques entretiens pour des boîtes de sécurité privée, mais sans succès. Après un énième refus de sa part pour trouver du travail, une violente dispute éclata entre lui et son grand-père qui avait invité un ami pour lui proposer d'aller travailler dans son magasin. Le suspect déclarera avoir vécu ça comme un guet-apens et, l'alcool aidant, s'en prendra physiquement à ses grands-parents et à cet ami de la famille. En quelques minutes, il tuera les 3 à coups de poing et à l'aide d'un lourd cendrier de verre, puis continuera à s'acharner sur leur corps, ce qui, évidemment, créera un mouvement de panique dans le foyer. Une enquête est en cours pour déterminer avec plus de précision le déroulé de cette tragique soirée et le suspect a été mis en examen pour triple homicide aggravé par le procureur de Shizuoka. Il risque la peine capitale. Affaire à suivre. L'affaire de l'empoisonneuse de Wakayama est encore dans toutes les mémoires et Satsujin en a traité dans une assez longue vidéo documentaire plutôt intéressante. Alors plutôt que de l'incriminer, il a plutôt tenté de montrer les faiblesses et les points d'ombre de l'affaire dans ce documentaire. Ainsi, en essayant de s'appuyer sur des éléments plus concret que le dossier lui-même, il a tenté de démontrer qu'il existait un monde où elle était innocente. Hélas, Hayashi Masumi a été condamnée à mort en 2002. La grande longévité de la condamnée dans le couloir de la mort avait réveillé certains esprits sceptiques quant à la sentence définitive et le suicide de sa fille en 2021. Elle aussi, à un moment incriminée dans l'affaire et qui s'accusait à demi-mot des empoisonnements, avait fini de persuader hommes de loi et militants abolitionnistes de demander une réouverture du dossier. Cette fois, alors que l'opinion publique est majoritairement favorable à un nouveau procès, c'est au tour du fils aîné de Hayashi de sortir de l'ombre. Persuadé de l'innocence de sa mère, il vient d'écrire un livre dans lequel il nous dit sa vérité et les faits tels qu'il les a vécus. Il revient sur le passé agité de ses parents, leurs disputes avec le voisinage, mais aussi et surtout sur la personnalité de ces derniers. Âgé de 11 ans au moment de l'arrestation de ses parents, il a été placé en foyer et
et a dû changer d'identité. Bien sûr, ses frères et sœurs aussi ont subi le même traitement et c'est une chose assez courante au Japon. C'est une chose tout à fait naturelle étant donné qu'ils sont innocents et encore jeunes. L'État préfère leur faire changer d'identité pour éviter la pression médiatique et sociale. Aujourd'hui, âgé de 34 ans, il écrit que ses souvenirs les plus heureux étaient avec sa mère et qu'il en garde une empreinte assez aimante. Il nous dit que c'était quelqu'un de drôle et d'assez farceuse, image qui est un peu en paradoxe total avec celle que les médias décrivent d'elle. Il se souvient aussi de la condamnation à mort de sa mère et nous décrit comment il a plongé dans un tout autre monde. Hélas, encore aujourd'hui, il ne peut pas accepter la cruauté d'une décision aussi violente. Cependant, petit à petit, il se repasse cette journée dans sa tête et commence à puiser dans ses souvenirs. C'est en comparant avec le dossier de l'instruction qu'un avocat lui avait procuré qu'il a pris conscience de l'énorme fossé entre ce qu'il avait vu et vécu, et ainsi ce qui est devenu la vérité judiciaire. Conscient de la réalité des faux souvenirs, il a longuement comparé ces derniers avec ceux de ses proches, dont son père, aujourd'hui âgé de 76 ans. Il a ainsi travaillé avec un psychiatre spécialiste de ces questions. Depuis la mort de sa fille, Hayashi Masumi crie son innocence, chose qu'elle ne faisait pas auparavant, visiblement pour couvrir un acte que cette dernière aurait pu commettre et en endosser la responsabilité. C'est du moins ce que ses avocats et beaucoup de journalistes qui ont travaillé sur l'affaire pensent aujourd'hui. C'est également la théorie de ce fils aîné, dont le nom n'est bien sûr pas diffusé, qui écrit régulièrement à sa mère pour recueillir ses confessions et qui lui rend visite à la prison d'Osaka. En effet, il va la voir une fois chaque mois, ce qui est le maximum autorisé pour les détenus du couloir de la mort. Très présent sur Twitter, où il présente les dernières avancées de ses démarches, il reste très prudent vis-à-vis des familles des victimes, à qui il ne voudrait pas faire de peine, et d'ailleurs il s'excuse régulièrement de ce qui pourrait occasionner pour elle une réouverture du dossier. Ce dossier, il le connaît par cœur, et il sait qu'il n'y a aucune preuve matérielle de la culpabilité de sa mère, et que cette condamnation à mort n'a été basée que sur des témoignages visuels douteux et maintes fois remis en question. Malgré les suppliques de sa mère pour qu'il vive sa vie et ne risque pas sa carrière pour elle, le fils déclare vouloir se battre jusqu'au bout pour que le procès de sa mère soit révisé et jour après jour entraîne de plus en plus de monde dans son sillage. Le plus cocasse là-dedans, c'est que les déboires judiciaires de l'ancien ministre en place, parti rejoindre ceux qu'il avait condamnés pour de petits emprunts dans la caisse, ont terriblement retardé l'échéance de ce dossier. Cependant, la nomination du gouvernement Kishida vient donner un nouvel espoir à cette affaire. Un nouvel espoir à celle qui vient tout juste de fêter ses 60 ans, dont 20 dans le couloir de la mort. Couloir où elle y réside peut-être pour rien. Affaire à suivre. Le 5 mars dernier, c'est un verdict inédit qu'a rendu le tribunal de district de Chiba et son président, le juge Nakao Yoshihisa, en condamnant Ono Akira, 49 ans, à 21 ans de détention pour le meurtre de son ex-femme. Ce n'est pas tant la sentence en elle-même qui fait date, mais le fait que le meurtrier ait été condamné en l'absence du corps de la victime. Petit rappel des faits. En 2018, suite à la perte de son emploi, l'épouse de Ono, Rina, 32 ans, décida de le quitter en emmenant leur fils de 10 ans avec elle. S'ensuivra une bataille d'avocats qui aboutira à un divorce et à l'attribution de la maison à son ex-femme et à son fils. Très contrarié par cette décision, l'homme subira une descente aux enfers entraînée par l'alcool et la dépression. Une descente aux enfers qui le poussera à cesser de payer la pension alimentaire. Suite à cela, il se verra à nouveau ciblé par le tribunal des affaires familiales. En mars 2020, prétextant une rentrée d'argent soudaine, Ono donnera rendez-vous à son ex-épouse sur un parking afin de lui remettre une somme en main propre. Tous deux discuteront dans la voiture. Sa version des faits est la suivante. D'après Ono, sa femme aurait piqué une colère noire à cause de la somme qu'il avait apportée. Jugée trop insuffisante à son goût, elle aurait alors sorti un cutter de son sac, le menaçant de lui porter un coup s'il n'allait pas chercher plus d'argent. Une bagarre pour la désarmer s'en serait suivie, et un coup de lame malencontreux aurait atteint la malheureuse à la gorge, la tuant net.
Paniqué, il aurait alors enterré le corps sur une plage de Okota, dans la préfecture d'Ibaraki. C'est du moins ce qu'il avait déclaré lors de ses auditions, avant de se rétracter et de clamer son innocence. Mais les faits et les preuves scientifiques ont raconté une toute autre histoire. En effet, lors de la perquisition effectuée après l'arrestation du suspect, la police avait retrouvé le permis de conduire de la victime au domicile de Ono, ainsi que des follicules pileux et des taches de sang mal nettoyées. L'analyse ADN les avait attribuées sans erreur possible à Rina, et il en fut de même pour les taches de sang retrouvées dans la voiture qu'il avait pris soin d'abandonner sur un parking de Narita dans la préfecture de Chiba. L'analyse des projections en laboratoire a démontré que la mort avait été violente et sûrement causée par une lame beaucoup plus grosse qu'un simple cutter de bureau, montrant qu'il y avait bien eu préméditation. Quant au corps, il reste introuvable. Les nombreuses fouilles effectuées par la police à l'endroit indiqué et aux alentours n'ont jamais rien donné. C'est ce faisceau d'indices et de preuves concordantes qui a motivé la décision du juge Nakao. Le condamné nie toujours les faits et en conséquence ne donne aucune indication sur la possible localisation de la dépouille de Rina, refusant toujours à son fils et à sa famille d'entamer leur travail de deuil. Affaire à suivre. Le 17 décembre 2021, le Japon était horrifié par l'incendie de la clinique psychiatrique Karada, qu'il pouvait suivre en direct sur toutes les chaînes d'infos. Le bilan très lourd de 26 morts avait fait se poser plusieurs questions à la sécurité civile quant à la sécurité incendie des bâtiments médicaux. Mais la vérification des contrôles effectués par une compagnie spécialisée et agréée n'avait révélé aucune faille. Il a fallu attendre la réquisition des vidéos des caméras de surveillance civiles ainsi que d'un témoignage clé pour que cette affaire prenne un tout autre tournant. Le lendemain de l'incendie, alors que les policiers et les pompiers tentaient de découvrir l'origine du sinistre, un homme de 58 ans, propriétaire d'une entreprise de dépannage et voisin de la clinique, vint témoigner de deux faits troublants qu'il avait observés dès les premières flammes. Premièrement, une forte odeur d'essence qui brûle, qu'il avait immédiatement identifiée sans faute possible de par sa profession, mais aussi une explosion, au tout début, avant même que l'incendie ne gagne les étages. Ce qui aurait pu passer pour des détails a vite interpellé les enquêteurs qui ont mis ce témoignage en parallèle avec l'analyse des vidéos où ils ont pu observer une autre étrangeté. Un homme, un patient de la clinique, en avait fait le tour à plusieurs reprises, s'arrêtant aux portes des sorties de secours et tripotant les poignets. Puis, peu avant l'incendie, d'autres vidéos de surveillance montraient ce même homme transporter de grands sacs en papier, entrer dans l'établissement puis en ressortir une vingtaine de minutes plus tard. On le voyait lancer un contenant non identifié sur l'une des portes, puis il est rentré dans l'établissement à nouveau alors même que la première fumée commençait à être visible. L'homme fut identifié comme étant Tanimoto Torio, 61 ans. Il était effectivement un patient de la clinique Karada, mais il n'a jamais pu être interrogé par les enquêteurs hélas, puisqu'il est décédé durant le sinistre. C'est l'analyse de son dossier médical et de ses antécédents judiciaires ainsi que le travail de la police scientifique qui ont permis de mettre à jour l'infernale vérité. En 2011, Tanimoto avait été arrêté pour tentative de meurtre au couteau sur la personne de son propre fils, âgé de 25 ans. Il a été condamné à 7 ans de prison. Il n'en fera que 2 avant d'être transféré dans une unité psychiatrique suite à un diagnostic de schizophrénie fait par le médecin de la prison. Suite à ces méfaits, l'homme s'était retrouvé seul, divorcé et coupé de sa famille, sans revenus, et donc incapable de payer pour son traitement. Ce qui a donc pas mal détérioré sa santé mentale, ce qui lui a valu d'être arrêté à de très nombreuses reprises par la suite pour des agressions et des actes d'exhibitionnisme. Eh oui. Pris en charge par l'assistance publique, il avait été placé à la clinique Karada en 2018 et coulait depuis des jours paisibles. En apparence. Mais le 17 décembre, pour une raison qui nous échappe, Tanimoto a déchaîné les enfers sur ses camarades de chambrée et lui-même. En traçant tous ses mouvements et ses achats, les enquêteurs ont pu déterminer le déroulé de sa journée jusqu'à l'instant fatidique.
Le matin du drame, Tanimoto avait acheté des litres d'essence, du scotch de plomberie solide, un couteau et des récipients. Dans la journée, il avait condamné toutes les issues de secours depuis l'extérieur, en bloquant le mécanisme avec l'adhésif. Puis un peu plus tard, il s'est rendu au domicile de son ex-femme pour y mettre le feu en aspergeant de l'essence un peu partout autour de son garage et sur sa porte d'entrée. Heureusement, elle et son nouveau mari ne furent que légèrement intoxiqués par les fumées et ont pu sortir avant que l'incendie ne soit maîtrisé par les pompiers. Après cela, il avait répandu de l'essence au rez-de-chaussée de la clinique, avait balancé les bouteilles de combustible sur les portes, puis était rentré dans l'établissement avec son couteau afin d'y perpétrer un massacre encore plus terrible. Pris par les fumées toxiques, il aurait perdu connaissance avant même d'avoir pu s'en servir et il décédera avec les 25 autres personnes. Interrogé par les médias et la police, les psychiatres parlent d'un homme tourmenté qui rejetait la date de ses fautes sur la société et se dédouanait de tout et en toutes circonstances. Depuis quelques semaines, il avait pris le directeur de la prison en grippe ainsi que quelques patients qu'il accusait de voler ses choses, mais ce ressentiment, d'après eux, n'aurait jamais été inquiétant puisqu'anecdotique dans ses conversations. Lors de sa dernière évaluation, Tanimoto n'a pas été jugé dangereux par les médecins, donc il a conservé sa liberté de rentrer et sortir de la clinique quand bon lui semblait. Maintenant, le suspect ayant succombé à ses blessures, les familles des victimes vont se retourner vers le corps médical et la direction de l'établissement pour déterminer la responsabilité des uns et des autres. Affaire à suivre. Osaka, Rix mortel. Le 1er mars dernier, la police de Neyagawa recevait plusieurs appels de passants affolés qui assistaient à une bagarre d'une rare violence dans une rue proche du quartier de la gare de Neyagawashi. Ok, mais où ça se passe tout ça? J'oubliais, mais je l'ai dit au début, tout cela se déroule à Osaka. L'équipage, arrivé un peu plus tard, ne put hélas que constater le décès d'un jeune homme impliqué dans une rixe. Ouch, ça fait mal. Très mal, surtout quand on sait que ce dernier, lorsqu'il fut retrouvé, baignait dans une mare de sang, donnant ainsi à la scène un aspect encore plus glauque. Une petite question subsidiaire, mais y avait-il des témoins de tout cela? Oui, et heureusement. Ces derniers diront avoir vu 3 agresseurs. Puis, afin de corroborer les dires des riverains, les policiers mettront la main sur les enregistrements vidéo présents dans le quartier, et ces derniers ne tarderont pas à parler. C'est la brigade criminelle d'Osaka qui se chargera de l'enquête, et arrivera petit à petit à remonter le fil de ce drame. Et également, en tout cas je l'espère, retrouver l'identité de la personne agressée, car pour l'instant, nous ne savons pas qui c'est. 21 ans. 21 ans, c'est l'âge de la personne qui fut agressée, et qui était ce soir-là rentrée chez une coiffeuse à 21h, pour en ressortir quelques 20 minutes plus tard. Hélas, il n'en ressortit pas seul, il ressortit accompagné de 3 personnes, qui semblaient alors avoir une ferme discussion avec lui. A-t-on, à tout hasard, des détails de cette discussion? Non, hélas, absolument aucun. Mais ce que l'on sait par après, c'est que le jeune homme a fui. Il a fui, ce qui, au bout du compte, semble apparaître comme étant un guet-apens. Il prit alors ses jambes à son cou et se dirigea vers un quartier résidentiel non loin de là. Un point que les enquêteurs découvriront plus tard, c'était que son intention était de rejoindre le domicile familial non loin d'ici. Sûrement, bien entendu, dans le but de chercher protection. Ce qui, il faut l'avouer, a priori, il ne trouvera pas. En effet, puisque le trio qui était alors à ses trousses finit hélas par l'intercepter, avant de le rouer de coups de pieds et de poings, jusqu'à ce que l'un d'eux sortît un couteau de sa ceinture et lui asséna le coup fatal. Enfin, le coup, plusieurs coups, puisqu'à fortiori il s'agissait de plusieurs coups de couteau dans son dos. La fuite du meurtrier ainsi que de ses 2 complices put être suivie par les vidéos de caméra surveillance, et au moins 2 suspects ont été alors formellement identifiés. Il nous manque donc ici le 3e larron. Exactement. Mais comme je l'ai dit, 2 d'entre eux ont été identifiés et n'étaient donc pas inconnus des services de police, car il s'est avéré que ces derniers avaient une certaine accointance avec le monde des Yakuza. Ils étaient ainsi connus comme étant un peu leurs hommes à tout faire. Ils sont actuellement recherchés activement par les services de police de la région, bien entendu. Et un avis de recherche a été diffusé dans les commissariats ainsi que dans les lieux publics. Mais la coiffeuse chez qui tout a commencé
a été interrogé. Et a-t-on appris quelque chose? Un lien. Nous avons appris qu'il existait un lien entre la victime et ses bourreaux. Et ce lien est l'argent. De l'argent que la victime aurait emprunté et qui, on va dire par mégarde, aurait omis de rembourser à temps. Bien entendu, l'enquête ne s'arrêta pas là, et elle s'étendit aux parents. Lorsqu'ils furent interrogés, ces derniers tombèrent des nues, et n'avaient alors absolument aucune idée du lien qu'il pouvait y avoir entre leur fils et le gang. Puis, les interrogations se sont alors tournées vers les camarades de classe de notre victime. Et c'est là qu'une information de la plus haute importance est tombée. Une information concernant le meurtre, les meurtriers, l'intention du meurtre? L'un étant lié à l'autre et l'intention passant avant l'action, ce sont des réponses concernant la raison éventuelle qui ont été mises en avant. En effet, notre victime n'était pas très forte à l'école et était plutôt en échec scolaire. Elle cherchait alors un moyen de s'en sortir afin de prévenir son avenir. Et pour cela, il décida de se lancer dans un projet, ouvrir un restaurant. Ses parents ayant de modestes moyens, il se tourna alors vers les Yakuza pour leur emprunter cet argent. Toutefois, pour avoir accès au gang, il s'avère que ce dernier était sorti avec une jeune demoiselle en 2021, et que cette dernière, elle, avait un lien avec les 3 personnes du gang des Yakuza. Mais toutefois, hélas, 1000 fois hélas, malgré les informations obtenues par les camarades de ce dernier, la jeune demoiselle ne sera jamais retrouvée, tout comme les 3 suspects qui, malgré que 2 d'entre eux ont été formellement identifiés, s'évanouiront dans la nature. Ce fait divers relance un débat sur l'influence que peuvent avoir les Yakuza et l'efficacité des campagnes de prévention auprès des jeunes. En perte de vitesse depuis les lois anti-gang et la traque sans merci de la brigade portant le même nom, les nouveaux groupes mafieux se sont tournés vers les rues et y exercent une influence, emprunt à un nouveau type de violence aveugle que le pays n'avait encore jamais connu jusqu'ici. Une triste histoire. Histoire qui, comme beaucoup d'autres, avec le temps, s'enfonce petit à petit dans l'ombre de l'oubli. Surtout lorsque l'on sait qu'actuellement encore, une centaine de jeunes apprentis Yakuza sont encore recherchés à l'heure actuelle. En tout cas, affaire à suivre. Le 5 mars dernier, la police préfectorale de Saitama arrête 3 personnes dans le cadre d'une enquête pour mauvais traitement à enfants qui s'avère malheureusement bien plus que cela. C'est suite à un signalement pour cruauté sur un jeune garçon de 5 ans par un restaurateur de la ville de Honjo qui a observé des actes inqualifiables de la part de 3 clients envers le fils de l'un d'eux que la police a commencé à s'intéresser au cas de cette étrange famille. Kakimoto Chika, 30 ans, sans emploi, et son fils de 5 ans, Ayumu, ont emménagé chez un couple d'amis en juillet 2021 suite à des difficultés financières. Ces derniers, Niwa Hiroki, 34 ans, ouvrier du bâtiment, et sa compagne, Ishii Yoko, 54 ans, gérante de bar, ont offert l'hospitalité à la jeune mère, lui signifiant toutefois qu'ils préfèrent l'accueillir sans son enfant. Le 6 septembre, le gérant d'un restaurant familial qui a assisté à une scène très dure dans son établissement appelle la police pour leur signaler, je cite, qu'un enfant est obligé de s'agenouiller pendant que les 3 adultes qui l'accompagnent mangent, qu'il se fait insulter et rabaisser par l'homme qui est avec eux et a l'interdiction de toucher à la nourriture. Cet appel a déclenché un signalement à la brigade de protection des mineurs, et grâce au ticket de caisse, le couple et leur invité ont pu être retrouvés. Malheureusement, lorsque les enquêteurs viennent visiter la demeure des maltraitants, le petit Ayumu est absent, et sa mère déclare alors l'avoir envoyé chez ses grands-parents à Osaka. C'est également ce qu'elle affirme à la garderie dans laquelle elle met son fils la journée et qui commence à s'inquiéter de son changement d'attitude. Information prise, il s'avère que le petit garçon n'est inscrit nulle part dans les registres de la petite enfance de Osaka et que, après contact, les grands-parents n'ont jamais pris en charge leur petit-fils. En janvier, c'est à nouveau le propriétaire du restaurant qui contacte la police, très inquiet de la maigreur du garçon et des violences psychologiques que lui infligent ceux qui l'accompagnent. Il a relevé l'immatriculation de leur véhicule
et parler discrètement au petit Ayumu et demande aux autorités d'intervenir. Mais la lenteur administrative et les vraies carences des services de protection de l'enfance aboutissent à une issue terrible. C'est après plus d'1 mois que les enquêteurs viennent perquisitionner le domicile du couple et de la mère, et y font une macabre découverte. La police y trouve en effet le corps du petit garçon enterré sous les tatamis du salon et procède immédiatement à l'arrestation des 3 individus. Placés en garde à vue, ils admettent les mauvais traitements, mais nient l'avoir tué, invoquant un accident ou une maladie selon les versions et le manque de moyens financiers pour ses funérailles. Quant aux raisons invoquées pour ces brimades, la mère explique qu'il était un enfant capricieux et difficile et qu'il lui fallait l'autorité d'un homme pour le mater. Élément à charge, la police a retrouvé une grande quantité de vidéos sur les portables des mis en examen dans lesquels les sévices infligés à Ayumu sont entièrement filmés. Une autopsie est en cours et tente de déterminer les raisons de ce qui ressemble de plus en plus à un meurtre et qui, une fois de plus, aurait sûrement pu être évité. Affaire à suivre. Le Japon apporte une réforme hallucinante et il aura fallu attendre 2022 pour abolir des règles complètement pétées dans leurs lycées et collèges. Il y a un délire au niveau des règlements dans les lycées japonais qui est juste fou furieux. Genre, si t'as pas les cheveux noirs, il te faut un mot du médecin qui explique pourquoi t'as pas les cheveux noirs. Évidemment, la couleur de la culotte est très importante, il faut qu'elle soit blanche. La hauteur de la jupe et ce genre de choses. Les élèves et le Japon appellent ça les règles noires, qui sont un peu des règles un peu absurdes, voire totalement débilisantes au XXIe siècle. Ils appellent ça les Boraku Gosoku. On va en faire un tour de cette réforme qui va grandement soulager les gamins. Et un bref tour aussi d'autres règles un peu absurdes à gauche, à droite. Les règles sur la couleur des sous-vêtements et les cheveux noirs seront abolies dans les lycées publics de Tokyo en 2022. Que Tokyo, et pas tous les lycées. Mais c'est quand même assez fou de voir... alors oui, évidemment, on peut pas comparer 2 cultures différentes, 2 fonctionnements différents, 2 civilisations différentes. Entre nous, on va dire occidental, européen, où on est en mode chill, on y va à peu près comme on veut à l'école et on est vraiment en mode on fait ce qui nous plaît. Et les Japonais qui sont en mode fourmis, abeilles, travail, hyper militaire, mais dans toutes les relations sociales, aussi bien dans la vie privée, dans la vie publique, dans les bars, dans les restos, dans les écoles, c'est compliqué de comparer. C'est pour ça que ça nous paraît ouf et pour eux ça paraît normal. Mais c'est intriguant. Des règles scolaires controversées, notamment sur la couleur des sous-vêtements et la teinture des cheveux en noir, seront abolies dans les lycées publics et autres établissements d'enseignement gérés par le gouvernement métropolitain de Tokyo au cours de l'année scolaire 2022, a appris le Mainichi Shimbun. Le Tokyo Metropolitan Board of Education a confirmé cette décision lors d'une réunion ordinaire le 10 mars. 5 types de règles seront supprimés, notamment la désignation de la couleur des sous-vêtements des élèves et l'interdiction de la coupe de cheveux connue sous le nom de 2 blocs. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel de coupe de cheveux 2 blocs? Et du coup, j'ai regardé vite fait, j'aurais dû laisser la fenêtre ouverte. En fait, c'est ça. Alors, vous êtes ultra fan de manga, vous êtes ultra fan d'anime, vous êtes ultra fan... Pourquoi c'est interdit? C'est juste une coupe au bol à façon d'Annie Caligula. Enfin, il n'y a rien de... Pourquoi c'est interdit? C'est quoi? C'est genre, dès qu'il y a une nana qui voit cette coupe de cheveux, ça fait ventouse sur la chaise, il se passe quoi? Il y a une excitation derrière? Ça marche comment? Enfin, elle n'a rien de particulier, cette coupe. Cette décision intervient après que des étudiants et des écoles aient discuté de la question et décidé de revoir les règles de 196 cours de formation. Des mouvements similaires pour remettre en question la réglementation scolaire déraisonnable se répandent dans tous les pays. À partir d'avril 2022, les écoles publiques métropolitaines afficheront leurs règles sur leur site web.
Le conseil scolaire métropolitain a présenté 6 types de règles scolaires dont la nécessité est remise en question, dont l'interdiction de la fameuse coiffure à 2 blocs. En avril 2021, le conseil scolaire a enquêté sur l'existence de règles scolaires conformes à la catégorie dans un total de 240 cours scolaires de la capitale, y compris l'ensemble des 196 lycées métropolitains et les cours à temps plein et à temps partiel d'autres écoles. Il est apparu que des règles scolaires douteuses étaient en place dans 216 cours. Il y a un truc qui est différent. C'est que au Japon, il y a une règle complètement con qui a genre 70 ans, ils vont l'appliquer, mais à la lettre. En France, il y a encore des lois complètement cons, mais que plus personne applique. Genre, vous saviez qu'il y avait une loi qui interdisait d'appeler son cochon Napoléon, qui est encore en vigueur. Je crois qu'il y a même encore des lois en vigueur sur l'interdiction de porter des pantalons pour les femmes, qui n'ont jamais été abolies. Après, il y a des trucs cons. Je ne sais plus quel village de France a interdit aux soucoupes volantes de stationner. Après, si tu pars dans les règles à la con, je vous rappelle qu'aux États-Unis, ils ont des lois, je sais plus dans quelle région, où il est interdit de siffler sous l'eau, où il est autorisé de tirer sur des baleines avec un fusil seulement depuis votre voiture. Enfin, on va pas faire le tour là-dessus. Parce que... Bon allez, une dernière parce que c'est vraiment une de mes préférées. Je sais plus dans quelle loi, mais la loi est toujours en vigueur, elle n'a pas été abolie je crois, ou elle a été abolie récemment, je sais plus. Une femme a le droit de prendre le volant et de conduire une voiture si son mari marche 20 pieds devant elle et qu'il agite des drapeaux comme ça. Bref. Elles sont pas appliquées, ces lois. Mais le japonais, si la loi existe, il faut l'appliquer. Il bride pas son ardeur, le japonais. Les écoles ont ensuite été invitées par le conseil scolaire métropolitain à examiner si le règlement était nécessaire. Dans chaque école, le membre de conseil étudiant et les enseignants ont échangé leurs opinions et interrogé les parents et les tuteurs. En conséquence, il a été décidé d'ici décembre 2021 que les règles scolaires jugées inutiles seraient abolies dans 196 cours d'enseignement à partir de l'année scolaire 2022. 5 des 6 types de règles scolaires seront éliminés de tous les cours de formation. Les règles demandant aux étudiants aux cheveux naturellement bouclés ou non noirs de fournir volontairement une preuve de leurs cheveux naturels seront abolies dans 35 cours. C'est quand même fou. Il te faut un mot du médecin pour expliquer que tes cheveux sont naturellement bouclés ou pas noirs. Attention, brun, tu vois, ça c'est interdit. Noir, faut que ce soit noir. Mais demeurons dans 20 autres, alors blonds, t'imagines, ils ont une tachycardie. Les responsables ont expliqué que les élèves et les parents avaient demandé la conservation des systèmes de preuves. Alors t'imagines des profs japonais qui n'ont connu que ça, qui se ramènent en France et qui voient des élèves aux cheveux bleus. Lors de la réunion ordinaire du conseil scolaire de 10 mars, un certain nombre de membres ont fait l'éloge de l'inspection douteuse des règles de l'école. Parmi eux, Yuto Kitamura a déclaré « Il est essentiel de respecter un environnement dans lequel les élèves réfléchissent de manière proactive et prennent leurs propres décisions. Je trouve que cette décision est un grand pas en avant. » Un autre membre, Kaori Yamaguchi, a commenté « Bien qu'il s'agisse d'un effort formidable, il est regrettable qu'il ait fallu attendre si longtemps. » Elle a ajouté « Les Japonais ont été éduqués pour croire que c'est une vertu de simplement respecter les règles. J'espère que ce sera l'occasion pour les gens de discuter de ce que nous devrions faire pour créer une société où les règles sont respectées d'une manière convaincante pour tout le monde. Même au-delà de ça, que les règles soient respectées et qu'elles soient à peu près logiques. » Parce que, du coup, je suis allé regarder vite fait sur un autre article. Sur un autre article qui date du 26 juin 2018, le règlement intérieur des écoles japonaises dérape. Il y a un petit tableau qui prend les principaux, mais je suis sûr qu'en cherchant, il doit y en avoir tellement plus. Exemple de stipulations subies par des collèges. Alors le graphique suivant dresse une liste des stipulations perverses que les répondants de l'enquête ont déclaré avoir subies lors de l'année au collège et au lycée, entre 10 ans et 19 ans. Et on a là-dedans l'interdiction de sortir dehors pour les élèves n'ayant pas mangé tout leur déjeuner. T'as intérêt à finir ton assiette. En Serbie, très souvent ma grand-mère et ma mère me disaient « Finis ton assiette, sinon ta femme t'abandonnera. » Du coup, j'ai fini obèse. Stipulation concernant la longueur des cheveux. Donc je pense pas que je suis les réglementaires, moi, comme ça.
Stipulation détaillée concernant les coiffures acceptées. Donc, comme on l'a vu, les 2 blocs sont interdits. Et j'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Ah oui, je crois qu'il y avait la queue de cheval aussi qui était interdite. Parce que ça fait poignée, pourtant c'est pratique une queue de cheval. Stipulation concernant la longueur des jupes. Et là, c'est rigolo parce que il faut que ça soit en dessous du genou, mais pas trop bas du genou parce qu'il y avait des groupes de filles avec des jupes très très longues qui faisaient un peu mafieuses ou qui, je sais plus c'était quoi le truc. Et du coup, ils ont raccourci les jupes pour être au-dessus. Puis après, c'est... Stipulation concernant la couleur des sous-vêtements, il faut que ça soit blanc. Interdiction d'épiler les sourcils. Ça peut être compliqué pour certains. Interdiction de se teindre les cheveux. Stipulation concernant le fait de s'asseoir avant la sonnerie. Obligation d'acheter un nouveau cartable et un nouvel uniforme au lieu d'utiliser des cartables déjà utilisés ou des uniformes déjà portés. Interdiction de porter des collants et des écharpes pour se protéger du froid. Tu crèves. Interdiction de boire de l'eau pendant les cours de PS et les activités des clubs de sport. Crève. Interdiction de faire des courses J'imagine que c'est de courir sur le chemin de la maison après les cours. T'as pas le droit de courir, il faut marcher. C'est pour ça que Ranma 1,5, le fait qu'il marche sur le petit muret à côté, ça doit être énorme au niveau du règlement, de la réglementation. Ça en fait de lui une racaille. J'en étais où? Interdiction de laisser des manuels scolaires ou des dictionnaires dans l'établissement scolaire. Interdiction d'utiliser des crèmes de protection solaire. Il fait 64 degrés, crève. Si tu rajoutes à ça, t'as pas le droit de boire de l'eau pendant le PS et il fait 64 degrés. Et en plus, t'as pas le droit de mettre des chaussettes parce qu'il fait froid. Quoi qu'il fait, s'il fait 64 degrés. Interdiction d'avoir sur soi du baume à lèvres. Lèvres gercées, rien à péter. T'as les lèvres rien à péter. Mais même s'il fait froid et que t'es juste avec ta culotte blanche, lèvres gercées, rien à péter. Tu te démerdes. T'as pas le droit de mettre des caleçons molletonnés. Interdiction d'avoir des relations amoureuses. Interdiction du... Alors c'est rigolo parce que quand tu vois le trip autour de l'écolière japonaise... Interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Mon cul c'est du poulet. Alors j'imagine que ça doit être dans l'enceinte de l'école. C'est peut-être dans l'enceinte extra-école aussi. C'est ouf. Bref. Vous en connaissez d'autres règles un peu bizarres, que ce soit dans les écoles japonaises ou au Japon en général. Les commentaires sont là. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. N'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à partager autour de vous. Le référencement, ça fait énormément de bien et de plaisir. Et à bientôt pour d'autres aventures. Et évidemment, abonnez-vous. Et... Putain, fait chier ce Stream Deck, bordel de merde, il bug tout le temps. Alors malheureusement, tiens, dernière chose. Si vous êtes une écolière japonaise majeure, toute mimi, avec une culotte blanche, malheureusement, je suis marié. Et il veut pas. L'intro, il veut pas. Allez, bye bye. Dans ce petit monde coloré et tout champinou, des petits bandits espiègles avaient décidé de vendre des petits bonbons rigolos. Non, ça va pas. Faut que je regarde la caméra. Dans ce petit monde coloré et tout champinou, j'arrive pas à me rappeler du texte. On reprend. Dans ce petit monde... Merde. Le ton ne va pas. Il faut que j'arrive à mettre le ton qui colle avec le texte. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Sopiquet. Dans ce petit monde coloré et tout champinou... Dans ce petit monde coloré et tout champinou, des petits bandits espiègles avaient décidé de vendre des petits bonbons rigolos. Il manque un truc. Un fond musical. Non. Tourne. Non plus. Oh, ça c'est bien ça. Alors, avec le ton et le fond musical, ça devrait le faire. Dans ce petit monde coloré et tout champinou, des petits bandits espiègles avaient décidé de vendre des petits bonbons rigolos. Il manque encore un truc. Ah oui, un filtre. Non. Ah oui, ça c'est pas mal. Allez, on reprend. Je remets la musique au début. Dans ce petit monde coloré et tout choupinou, des petits bandits espiègles avaient décidé de vendre des petits bonbons rigolos. Ces petits bonbons pouvaient vous faire pleurer de rire durant des heures, juste en regardant un caillou et des herbes magiques au pays des fées. Ces petits bonbons transformaient les gros costauds en plats de nouilles trop cuites. Mais la Ligue des mascottes rigolotes savait bien que ces gredins répandaient les ténèbres dans notre belle jeunesse. Oh, j'ai craché sur la caméra. Mais voilà, les méchants bandits avaient plus d'un tour dans leur sac à malice, et au lieu de vendre leurs friandises magiques dans le parc municipal, ils ont copié, piqué, pompé
l'idée des gentils policiers. Dès lors, les petites mascottes poilantes... Qui c'est qu'il y a encore poilantes de nos jours ? Dès lors, les petites mascottes poilantes envahirent les téléphones des petits et des grands. La poudre de fée magique qui rend tout nerveux devenait un petit vélo sympa. Le gazon des lutins qui fait baver, hop, un brocoli, et les déclinaisons variées de Skittles festifs se transformaient en chamallows, sucettes et bonbons toujours plus colorés. Alors les coquins n'avaient qu'à choisir leur friandise préférée sur leur téléphone et le gentil facteur vous les livrait le lendemain. Ou alors il laissait un avis de passage pour que t'ailles à la poste le chercher le lendemain, enfin bref. Tu connais la poste, quoi. Mais comme toutes ces sucreries ne sont pas très bonnes pour les dents, la Ligue des mascottes extraordinaires décida de contre-attaquer. Pipocune captura un méchant, l'enferma dans son château enchanté et, en lui faisant des papouilles sur la frimousse avec un bottin magique... Désolé, j'avais pas de bottin. Il sut enfin ce que voulaient dire tous ces dessins rigolos. Ni une ni deux, Pipocune et tous ses amis sont partis avertir les enfants. À la télé, sur internet, sur leur téléphone, bref, partout où l'information des gentils circule. Attention les enfants, si vous commandez des brocolis ou des sucettes sur cette application... Pardon. Regardez celle-là, je vous montre. C'est de la vilaine drogue que vous recevrez, et vous ferez beaucoup de peine à Ryupikun, la mascotte dinosaure. Mais quelle gentille attention pour toutes ces jolies petites têtes blondes qui ne savaient pas où se fournir. Grâce à Pipocune et ses amis, il suffit d'un instant pour télécharger son application préférée et passer une sacrée soirée. À tous ceux qui pensaient à tort que les rides étaient un bouclier contre la passion et les cheveux blancs le panache de la sagesse, je vous préviens, ce fait divers va briser vos certitudes comme un col du fémur sur un lino huileux. Dans la petite ville d'Ishikawa, assise dans la préfecture de Chiba, vivait Oikawa Tomoko, une veuve accorte de 87 ans qui profitait de son veuvage dans une confortable loge de concierge, privilège des femmes de fonctionnaires morts. Joyeuse et aimable avec tous ses résidents, elle avait su gagner le cœur des plus ronchons et justement des grincheux. Il y en avait quelques-uns dans cet immeuble de 4 étages, à la moyenne d'âge plutôt canonique. Parmi ses copropriétaires rugueux, on pouvait trouver Monsieur Masaki Masao, 84 ans, retraité des chemins de fer et veuf depuis presque 10 ans. Si ses camarades chefs de gare avaient eu le privilège d'être cocus et de pouvoir passer de beaux week-ends de pêche loin du tumulte conjugal, lui avait eu la malchance d'épouser une cycliste myope qui buvait, combinaison rarement gagnante à un carrefour. Jour après jour, le sémillant veuf, qui portait toujours beau malgré ses 84 printemps, s'était laissé séduire par les petites attentions de sa joyeuse gardienne et, il faut bien l'avouer, en pinçait pour elle. S'il avait raccroché son alliance au clou, la sève ne s'était en rien asséchée dans le vieux chêne, et non, ne comptez pas sur moi pour vous parler des fruits encore verts de l'arbre en question. Alors, depuis quelques mois, le père Masaki faisait le jeune homme, et se rappelant ses vieilles techniques de drague éprouvées avec succès auprès de sa chère femme, gratifiait Madame Oikawa de larges sourires, de compliments joliment tournés et de petits cadeaux alimentaires et fleuris. Peu sensible au charme du patriarche et rangé des voitures, érotiquement parlant, la vieille madone des escaliers se contentait de lui rendre un sourire poli, puis revenait à son ouvrage, astiquant le carrelage des couloirs à défaut d'autre chose. Ravagé par cette indifférence, l'homme passa à la vitesse supérieure et invita la belle au restaurant, puis au dancing, mais rien n'y fit. Elle restait aussi hermétique à ses charmes qu'un thermos de camomille. Pire, il s'était aperçu, à force de l'observer, qu'elle souriait aussi aux autres hommes et, comble de la trahison, avait pris le thé avec le vieux Taniguchi du 2e étage. Qu'est-ce que cette vieille baderne en déambulateur avait de plus que lui? C'en était trop pour notre Roméo Vermeil. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Alors, sans se démonter, il vint faire sa déclaration à la belle, fleur à la boutonnière et pilule bleue en poche, on n'est jamais trop prévoyant. De son sourire amovible éclatant de céramique, il aborda la tant convoitée concierge et lui déclama quelques vers de son cru, la demandant tout net en juste noces. Et malgré la mine désemparée et perplexe de l'objet de sa flamme, lui laissa quand même le choix dans la date. Mais Madame Oikawa n'était pas une femme facile, et devant ce tableau des plus grotesques, elle rembarra le mort d'amour et lui conseilla des jeux interdits avec sa défunte mère, pour résumer l'histoire. Vexé comme un pou et fort mari d'avoir donné 5000 yens à Pfizer pour rien,
Masaki remonta chez lui puis attrapa une bouteille de whisky, dont on ne sait s'il s'agissait d'un single malt, et une cigarette, monta le son de sa vieille stéréo et noya son chagrin et son désarroi dans la pop 70s et la bibine bon marché. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais la concierge n'est pas très mélomane, c'est un fait, c'est là son moindre défaut. Alors, n'écoutant que son agacement et son envie si forte de faire baisser les yeux de ce vieux coq pétulant et prétentieux, la vaillante octogénaire gravit les marches 4 à 4, sonnant en rafale à son nuit, enfin son verrou, enfin bref sa lourde quoi, puis lui intima l'ordre de faire silence sous peine d'appeler les archers du roi. Nous passerons sur la liste d'injures d'un autre temps qui s'ensuivit pour des raisons évidentes de compréhension pour notre jeune public, comme Bachibouzouk ou Scolopendre. Ivre de colère et de whisky aussi, un peu quand même, avouons-le, Masaki ouvrit la porte aussi brutalement que possible et lui demanda ce qu'il avait bien pu lui faire pour qu'elle le détestât autant. La gardienne, excédée, dut lui dire des choses qu'un cœur, même fripé, mais qui saigne, ne peut entendre. Après qu'elle fut redescendue dans son antre, l'homme, brisé, ivre et désespéré, fit un rapide tour d'horizon de sa vie, de ses perspectives d'avenir et de ses désirs immédiats et, aidé par le whisky, qui est toujours de bons conseils, prit la meilleure décision en pareille circonstance. Il fallait qu'ils meurent, tous les deux, maintenant, dans un dernier coup d'éclat digne des grandes tragédies Edo. Alors, soucieux du détail, il ceignit son front d'un bandeau blanc, glissa 2 couteaux de cuisine dans sa ceinture de maintien et prit le chemin de son destin. À 16h30, heure sans aucune symbolique particulière, il entra dans la loge et, voyant l'étonnement de sa bien-aimée, profita de l'instant pour sortir une de ses lames et la lui planta dans la gorge. La pièce d'acier de 25 cm traversa le cou ridé de la malheureuse et, grisé par l'ivresse du moment, l'amant éconduit renouvela l'opération 10 fois, la frappant aussi au cœur et au visage. Couvert du sang de celle qu'il aimait, il ferma la porte et rentra chez lui, doutant finalement un peu du bien fondé de la décision qu'il avait prise. Il vida un dernier verre, réajusta son bandeau et s'accroupit. Puis, prenant l'autre couteau, le long et effilé pour trancher les poissons, il s'enfonça la lame dans l'estomac et s'écroula sur les tatamis. C'est un vieux copain venu prendre l'apéro qui le trouva, allongé dans une mare de sang et inconscient. Madame Oikawa, elle, fut découverte par les secours qui venaient prendre en charge Masaki et sonnèrent à la porte de la loge pour connaître le numéro de l'appartement. Elle fut déclarée morte par le médecin des urgences. Le vieux Masao, lui, sans doute peu motivé par l'idée de la mort après le massacre de sa chair et tendre, sortant donc un peu de son ivresse funeste, avait frappé profond, certes, mais il s'en tirait avec une belle cicatrice et quelques jours à l'hôpital. Il y avait d'ailleurs remarqué une infirmière très à son goût. Après tout, à 84 ans, on peut toujours faire des projets. Lorsqu'il sortira de prison, après les 30 ans qu'il risque pour le meurtre de Madame Oikawa, il pense même revenir faire un brin de causette à la jolie soignante. Après tout, on ne risque rien à essayer. Moralité, non, là on va pas se risquer sur ce terrain-là. Non. Patrouillard, prudent. Bonjour, c'est Drawer et je suis là pour vous parler de meurtre. Bah ouais, l'horreur c'est mon truc, du coup je vous parle de meurtre. Saviez-vous que le crime, c'est un métier? Un peu comme pâtissier. Vous saviez que pâtissier était un métier? Il suffit de voir le témoignage d'un policier qui découvre dans une ferme un massacre à coups de tisonnier, et celui-ci qui répond ça, c'est du travail d'amateur. Le mec est blasé. Alors oui, de la même façon qu'on ne confie pas sa Ferrari à un garage Dacia, on ne devient pas meurtrier du jour au lendemain. Faut bosser avant, ça se bosse. La criminalité, ça se travaille. Ça, voilà, licence, 3 années, minimum. Peut-être il y a des BEP pour devenir criminel, je sais pas. Mais... Dans l'affaire criminelle qui nous intéresse aujourd'hui, on va plutôt avoir affaire à la caste des criminels amateurs. Voilà, ceux qui rendent le travail de la police plus facile finalement. Dans la très belle ville de Shiroashi, préfecture de Miyagi, vivait un homme de 35 ans. Non, c'est pas moi. J'ai 38 ans. Je sais, je les fais pas. Je digresse. Cet homme, c'est Kaifu Manabu. Et il n'a pas de métier, à part celui de ponctionner allègrement les revenus de sa femme. C'est un parasite. C'est un paria. C'est une merde. Sa femme, c'est Haruka, 25 ans, qui est hôtesse dans un bar de nuit et qui tarife des âmes perdues dans la nuit. C'est une pute.
Ce couple ordinaire partageait leur appartement avec la petite sœur de Haruka, mademoiselle Takagi Sayaka, 23 ans. Voilà, petite nana sympathique, qui venait de quitter son emploi de coiffeuse pour s'essayer à l'effeuillage. Dans un établissement au bord de l'autoroute, n'est-ce pas le rêve de tout un chacun que de s'effeuiller devant des routiers? Pas du tout. Personne ne rêve de ça. Arrêtez. Ce couple avait des rêves à grandes paillettes. Ils voulaient devenir un peu les Kardashians du Japon. Mais pour gravir l'échelle sociale, faut-il aller à Leroy Merlin? C'est pas du tout. Ce déclic, ils l'eurent après avoir vu le kidnapping d'une jeune fille dans la région de Tochigi qui a abouti à une grosse rançon. Ils se sont dit des pépettes quoi. Alors eux, ils ont vu dans les journaux, il y a 38 000 euros à se faire, 50 000 yens à peu près. Ils se sont dit, banco, on vend la caravane. Ils n'avaient pas de caravane, mais t'as compris. Sauf qu'ils n'avaient pas lu dans les journaux que ceux qui avaient fait ce kidnapping ont quand même chopé 20 ans de bagne. Voilà, mais ça c'est un détail. Donc les trois zozos discutent ensemble, ils sont là, pop, j'ai une idée, tac, 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 et il y en a qui dit c'est du génie, allons-y. Le banditisme va entendre parler de nous un jour, on va devenir des stars, c'est sûr, on va marquer l'histoire. Et effectivement, il marque l'histoire, en tout cas, il marque l'histoire d'aujourd'hui. Donc la meuf de Kaifu, légitimement, elle lui dit bon mec, est-ce que t'as fait des repérages? Est-ce que tu sais à qui on va s'attaquer? Est-ce que t'as un plan quoi en gros? Et lui il est là, un plan mec. Mais pourquoi faire? Moi j'improvise, ça va bien se passer, ça se passe bien dans les films, donc pourquoi pas? Un tocard quoi. Malgré ses paysages somptueux, son château magnifique, la ville de Shiroashi est ce qu'on appelle dans le langage commun une ville de merde. Chômage, précarité, grossesse non voulue d'adolescentes et bars miteux sont légion dans cette petite bourgade. Mais à qui profite ce business? Non, j'avais envie de dire ça juste. Mais au milieu de cet amas de merde, qu'est la ville de Shiroashi, se trouvent des endroits où il y a quand même des belles banques, des beaux bijoutiers, des endroits où on peut faire des emplettes dans des magasins de luxe. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un borgne. Parce que là, notre petit Lucky Luciano en herbe eut une idée. Au milieu de toutes ces bourgeoises qui vont claquer leur thune pour s'acheter du Chanel numéro 5, on va choper quelqu'un, on va choper une meuf, on va la défoncer, on va la ramener à la maison, et après, on fait une demande de rançon. Et là, c'est sûr qu'il va y avoir de la thune. Donc le gars, pour se donner de la force, il boit des 8-6, pam, des DSP, pam, des délirium, de la chouffe. Le gars, il boit que des bières belges. C'est faux, c'est entièrement faux. Donc il est là, il est un peu éméché, il se donne de la force, il va dans le quartier Bourges. Et puis il commence à regarder, il fume sa petite clope comme ça. Talking to me? Petite imitation de De Niro, c'est gratuit, c'est pour vous. You fuck my wife? What the fuck is going on? L'imitation, c'était pas nécessaire, mais je vous explique l'histoire, ok. Donc, le gars, il est en terrasse, il regarde, il dit, si je prends une vieille, elle va me claquer dans les doigts, il faut que je trouve une jeune. Faut que je trouve une jeune un peu friquée. Et là, il voit une jeune, avec un sac, genre de marque, tu vois, elle sort d'un magasin, c'est sûr qu'elle a fait des emplettes, c'est sûr qu'elle a de la thune, ok. Il y va. Il la chope, il l'amène dans une petite ruelle, parce qu'à un moment, elle va dans une petite ruelle, elle quitte le quartier Bourges pour aller dans une petite ruelle et regagner. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, dans ce quartier de merde? Bon, peu importe, il y va, pas mis la chope, assommage, à coups de batte de baseball, il la rentre dans sa voiture, et c'est parti, mon kiki. Donc, après ce coup de batte de baseball, il met la nana dans la voiture et rentre à son repère de bandit rejoindre sa femme et sa belle-sœur. Donc, il arrive, il monte à l'étage, il dépose le corps, et puis là, il montre ça à sa femme et à sa belle-sœur. Puis là, la femme, elle dit, putain, mais tu l'as quand même sacrément amoché, la meuf, elle est inconsciente, tu vois, verre d'eau dans la gueule et tout. Elle se réveille pas, tu vois, elle est là. Voilà, ça c'était là. Bon, en attendant qu'elle se réveille, il se dit, bon, on a ses clés, on a son nom, on a son adresse, on va aller chez elle, on va aller un petit peu la dépouiller en attendant de recevoir notre rançon, voilà, et de la préparer la rançon et de recevoir un maximum de thunes plus tard. Ils vont chez Tanaka Sanae, 24 ans, résidente de Shioya, dans la préfecture de Tochigi. Ils arrivent chez elle, et puis là, ils se rendent compte qu'en fait, qu'elle vit dans un quartier de merde, et qu'elle a pas de thunes, et qu'elle est étudiante, et qu'il s'est trompé. Le boulet. Donc, ils fouillent l'appartement, ils ressortent avec 100 balles et un sneakers, et il retourne à son appartement, et là, la meuf est décédée. Bah ouais, tu lui mets un gros coup de batte derrière la tronche, au bout d'un moment, tu décèdes. Donc là, ils sont tous les trois comme des cons avec un corps, et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va branler de ce corps maintenant? Enfin, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? Parce qu'ils vont pas se mettre à branler le corps, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Non, ça a aucun sens. Haokigahara, la forêt des suicides. Voilà la solution à leur problème. Alors là, éclair de génie, ils disent, on va l'amener à la forêt des suicides, on va la déposer là, et puis limite on la pend, je sais pas, et puis voilà, les gens
croiront qu'elle s'est suicidée. Basta. Très bonne idée. Ils prennent leur bagnole. Tac, ils la foutent dans le coffre, ils décollent vers la forêt des suicides, sauf que là, petit problème. À bord de leur Mazda Lapin de 2002, ils se dirigent vers la forêt, mais finiront par tomber en panne sur l'autoroute. Ah, on l'avait pas vu venir celle-là. Donc, ils se retrouvent sur l'autoroute comme des cons, ils sortent le corps et ils arrivent quand même à parcourir quelques kilomètres et à le lâcher dans la forêt. Donc, une fois le corps déposé, ils appellent une dépanneuse, celle-ci arrive et puis les ramène chez eux. Tout va bien. Tout va bien, sauf que, quelques jours plus tard, un jogger va découvrir le corps. Et en plus, les caméras de surveillance ont tout filmé. T'imagines bien que sur l'autoroute, il y a 1 milliard de caméras de surveillance. Donc la police arrive chez eux, évidemment, parce que sur la couverture qui servait à emballer le corps, il y avait leur nom. Très bien. La meuf utilisait encore le portable de la victime. Formidable. Il y avait plein de sang encore dans la voiture et la batte était encore là. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, faites des efforts les gars. Donc ils sont placés en détention pour enlèvement, séquestration et meurtre, et ils risquent la perpétuité. En conclusion, je me risquerai un petit proverbe en disant que bien mal acquis ne profite jamais, sauf que faut déjà avoir acquis quelque chose pour que ce proverbe fonctionne. Sanae, la jeune victime, était une vendeuse à mi-temps qui se permettait de voyager dans des quartiers luxueux pour rêver de luxe, rêver d'une vie meilleure, rêver de jours meilleurs. Elle prenait des échantillons dans les magasins, des papiers pour afficher sur ses murs pour penser qu'un jour, peut-être, elle pourrait vivre dans le luxe. Mais finalement, elle vivra pas des jours meilleurs, elle ne vivra plus du tout. Parce qu'elle est décédée. C'est la conclusion. Bisous! Voilà, cette 50e édition All Stars de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant, je voulais remercier les 10 copains qui ont bien voulu se prêter au jeu et m'apporter leur talent qui, bien souvent, me remettent à ma juste place. Alors, Az, Envy, Laurent, Révélateur X, L'étrange voyage, Veritas Obscura, Psychodélique, Monsieur Weirdo, Frédéric et Drawer, merci à vous du fond du cœur et surtout les amis, n'oubliez pas d'aller vous abonner à leur chaîne, c'est grâce à eux et à bien d'autres créateurs de talent que je reste sur YouTube et essaie d'être le moins mauvais possible. Enfin, un grand merci à vous, membres de l'unité Satsujin, abonnés et spectateurs de passage sans qui cette extraordinaire aventure n'aurait jamais été possible. Depuis 2 ans, c'est vous qui faites que la chaîne existe et je l'espère s'améliore un peu plus chaque fois. Cette édition a beau être exceptionnelle, vous n'échapperez pas à une petite page de promotion mercantile, alors pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes des copains certes, mais aussi à la mienne, j'en vois dans le fond là qui ne le sont toujours pas et ça, ce n'est pas très corporate. Je sais ça ne veut rien dire mais j'ai toujours rêvé de dire ça, ça fait américain. Pensez que vous pouvez aider la chaîne qui en a de plus en plus besoin en me laissant une petite pièce sur Tipeee ou sur Utip. Croyez-moi, c'est vraiment important pour moi. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD, des musiques de la chaîne, des prints et autres goodies. Ça aussi, ça fait américain. La boutique Spreadshirt, elle aussi, n'attend que vous pour vous parer de couleurs chatoyantes et vous distinguer du vulgus en arborant de magnifiques t-shirts qui sont, oui, la marque de l'élite. Pardon ? Non, pas de rouge, non, on l'a déjà faite celle-là. Rejoignez-moi sur Discord et sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. J'y suis assez présent et y poste des photos de Az sans lunettes. Allez, je vous laisse, je dois discuter de mes émoluments avec Monsieur YouTube. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord ? Matane.